Ouais, tu n'as pas. Qui n'a pas son couteau perd son morceau. Là, on doit avoir son couteau dans sa poche. Ça, c'est indispensable, parce que. Oui, chez les paysans partout, si j'avais pas de couteau, on l'est perdu. C'est un outil qui sert. Voilà. C'est la lame qui compte, moi, le reste. Il n'est pas beau, mais il va bien. À peine qu'on l'aiguise, il coupe. C'est une question de métal. Hein. Il y a ton pain. Mais je m'en sers toujours à table, c'est mon couteau. Hein. J'ai que celui-là, couteau. Hein. J'en ai pas d'autre. Hein. C'est mon couteau pour manger, ça. Je m'en sers pour tout. C'est mon couteau. C'est bon couteau. Quand j'étais gamin, c'est là que j'ai pris le goût au couteau, si tu veux. Les couteaux qu'on avait, c'était pas des couteaux qu'on mettait dans des vitrines et tout. Quand on avait un couteau, on s'en servait, quoi. Et c'est vrai que quand je fais un couteau, si je sais que la personne va le mettre dans une vitrine, ben, ça a tendance à me chagriner un peu. Par contre, si le gars il repasse un an après pour le faire réaffûter, que je vois qu'il s'en est servi, la lame est un peu usée et tout, là, ça me fait plaisir. Donc là, il y a toutes les parties du couteau. Ça, c'est les côtes, les platines, la lame, le ressort, le poinçon et le tire-bouchon. C'est une commande donc d'un collectionneur, donc c'est une taille bien particulière. Les épaisseurs sont différentes de ce qu'on trouve dans l'industrie, la mouche est spéciale. Et là, toutes les pièces sont fabriquées à la main. Donc là, celui-ci, il reste juste à le monter. Là, je vais peut-être être obligé, mon ressort force un peu. Là, c'est vrai que moi, je pars on me donne un bout d'acier, un bout de corne, hop, c'est bon, je fais un couteau, quoi. Bon, moi, je fais principalement que des couteaux fermants. Je suis coutelier pour de vrai, c'est ce que j'ai marqué sur mes cartes de visite. Voilà, tout a l'air de fonctionner. Petite goutte d'huile. Là, ça commence à ressembler un peu plus à un couteau. Là, c'est un cran forcé, hein, c'est costaud. Ce couteau-là, c'est un peu une réplique d'un couteau donc, qui existait début du XXe siècle. À l'origine, le couteau, c'était plus un bijou. C'est seulement à partir du fin 19e que les paysans ont commencé à avoir le couteau, mais comme outil. Maintenant, on revient au couteau de luxe. Là, ça coupe normalement. Tu vois, ça rase. Faut pas que je me rase tout le temps, après j'ai plus de poils sur les bras. Tu vas rigoler. Regarde. Wow. Tu te rappelles de celui-là? Un Rouennais, oui, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu dans d'autres mains, mais... C'est le couteau 18e. Mais oui, effectivement. Mais il se reconnaît pas. Mais non, je le reconnais pas. Et... En fait, c'était au départ un couteau que j'ai trouvé chez un antiquaire, un couteau qui datait du XVIIIe siècle, et donc Robert l'a reproduit à l'identique. Il l'a simplement amélioré. C'est une des caractéristiques exceptionnelles qu'on trouve chez Robert Bayonnet, c'est qu'il est capable d'améliorer quelque chose d'ancien en le reproduisant. Il l'a fait en corne, avec un poli qui est absolument extraordinaire. Il a guilloché les platines, ce que peu de monde sait faire avec ce degré de précision. Et c'est vrai qu'on a un contact avec le couteau qui est vraiment agréable au toucher. Ah, le couteau, c'est un objet particulier avec lequel on a un rapport un peu différent d'avec les autres objets. Le couteau, c'est un lien avec celui qui le fabrique. C'est un objet usuel, quotidien, quelque chose qu'on a dans la poche, qu'on garde sur soi. D'abord, on a besoin de lui 2 fois par jour quand on mange. C'est l'un des premiers outils que l'homme a eu à sa disposition pour faire les premiers actes. Couper, c'était quelque chose qui est extrêmement ancien et dans nos racines. Moi, c'est vraiment le couteau régional, le couteau objet quotidien, pas l'arme. Et j'ai recherché qu'est-ce qui pouvait aujourd'hui, dans les métiers qui existent au XXIe siècle, qu'est-ce qui pouvait ressembler en méthode de travail à la façon dont travaillaient les orfèvres au XVIIIe siècle. Ça, l'ivoire, il faut éviter de le chauffer. Si on le chauffe, ça part. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de métiers où on travaille comme à l'ancienne, comme au XVIIIe.
Robert Béguenet ne travaille pas comme au XVIIIe siècle. Certes, il y a l'électricité qui est venue, mais il travaille à l'ancienne, à la main, à l'unité, il fait des objets qui sont uniques. Donc là, c'est vraiment le plaisir d'avoir quelque chose que personne d'autre n'a à l'équivalent. Plus on travaille sur des matériaux rares ou précieux, plus on prend de plaisir, à mon avis. Ouais, j'aime bien travailler l'ivoire. C'est une matière qui est agréable à travailler, et puis c'est quand même un matériau vraiment précieux qui est rare. Et le problème, c'est que ça a tendance à casser assez facilement quand on le travaille. Donc il faut faire attention. Non, on ne dirait pas, mais je fais attention. L'ivoire que j'utilise, il faut qu'il soit rentré en France avant février 76. Moi, si on me dit que je suis ouvrier et je suis content de faire quelque chose de mes mains, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment pas péjoratif du tout, quoi. De toute façon, Montiers, c'est déjà une ville ouvrière, donc il y a une trentaine d'années, 80% des gens dépendaient d'une activité coutelière. La ville noire, c'est les forges. Comme il y avait des forges partout, tout était noir. Le bruit des forges et tout s'écoutait ça résonnait dans toute la vallée et ça tapait presque 24 heures sur 24. C'est vrai que les gens, ils sont imprégnés de ça, quoi. Même maintenant, dans les dernières générations, c'est sûr que tout le monde a écouté les parents parler des forges et du bruit. Et chacun était spécialisé. Comme c'est vraiment, chaque étape est un métier. Il y avait le polisseur faisait que du polissage. Il y avait le monteur qui faisait que du montage. Les mouleurs, on les trouvait plus dans la vallée, ce qu'on appelait la vallée des Roés. C'est vrai que là, au début du siècle, toutes les émoutures étaient faites comme ça, à la meule, et c'était très très pénible. Le pompon, c'est un des derniers émouleurs couchés. Il est plus là pour conserver justement le savoir-faire et expliquer aux gens ce que c'était. Très épaisse, ensuite on la passe sur la meule, où elle devient comme celle-ci. C'est le travail de l'émouleur. Bon, la position allongée, je vais vous montrer, c'est pour avoir de la force. On a plus de force, en plus la planche nous protège de l'humidité. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cet atelier. C'est très plaisant pour moi de rencontrer des personnes de tout contexte, même de plusieurs nationalités. C'est avec plaisir que je leur explique, c'est avec plaisir que je montre le travail que je fais. Dans le village où j'habitais, il y en avait 14 mouleurs. Et avec ça, les gens, la vie était dure, quoi. Il fallait. Je descendais au moins une fois par semaine d'amener du travail aux gars. Il fallait porter les couteaux sur l'épaule. Moi j'ai connu, ils étaient 3 émouleurs ici. Là nous sommes dans l'atelier de l'émouleur, qu'on appelle le rouet. Bon, le rouet, c'est la signification, c'était entraîné par une roue à homme, ce qui veut dire rouet. Une fois que la lame a été meulée, ils en travaillaient quand même pas mal. Et c'était les femmes qui faisaient le polissage. Les émouleurs, c'était des bosseurs. S'ils voulaient manger, ils travaillaient beaucoup. La lame, elle est bloquée comme ça. Là, pour pouvoir la tenir, hein. Voilà, la place sur le morceau de bois, c'est ce qui permet d'appuyer. Avec l'eau, vous pouvez tourner comme vous voulez. S'ils avaient un problème, ils avaient juste à changer de poulie, où ils ouvraient l'eau un peu plus. C'était tout. Nous n'avons rien inventé de nos jours. Les gens étaient aussi malins dans le temps, ils se débrouillaient peut-être mieux que d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas un ordinateur pour faire une lame. Ils travaillaient de leur propre main. C'est vrai que maintenant, avec l'électricité, c'est pratique. Les moutures, pour la coupe, c'est primordial. Quand un coutelier débute, c'est sûr que là où il y a le plus de problèmes, c'est ça, c'est les moutures et tout. Parce que là, c'est vraiment, il y a vraiment un geste, la posée et tout, il faut en faire, quoi. On n'y arrive jamais du premier coup. Domi, lui déjà, quand il a fait son tiers, c'était pas pour en faire 100 ou 200. Là, il en a fait plusieurs milliers.
Il a utilisé la méthode traditionnelle, c'est-à-dire que Domi, quand il va faire un couteau, il va aller voir un émouleur, il va avoir un monteur, il y a le trempeur. Donc là, on retrouve tous les rangs qu'on retrouvait au début du siècle. Là, le travail est morcelé. En fait, moi, je suis le concepteur du couteau. Je fais travailler les gens compétents, les sous-traitants de qualité. Ça m'évite d'avoir une grosse structure. L'avantage, c'est que ça peut permettre à des petits couteliers comme moi de faire des mini-séries relativement haut de gamme, sans être à des prix de couteaux artistiques pièces uniques. Salut Pierre-Yves. Tu vas bien? Ouais, toi. 20, il y a peut-être 200 couteaux et il n'y a pas 200 manches là. Fais voir. Je te les ferai en début de semaine prochaine, je pense. Voilà, ouais. Merci. Salut Dominique. Ciao. À bientôt. À bientôt à toi. Merci. L'ouvrier à domicile, c'est en fait un ouvrier, sa structure qui lui appartient, c'est-à-dire son outillage, son domicile, etc. et qui prend du travail à l'extérieur chez des employeurs. Je travaille pour 3 entreprises et je suis payé à la tâche. Ce que j'aime, c'est mon indépendance, c'est-à-dire pouvoir gérer un petit peu mon temps. Je gagne mieux ma vie que si j'étais en usine, quand même. Et puis, je suis chez moi, quoi. J'ai une identité d'ouvrier. C'est-à-dire, j'aime bien mon métier, j'aime bien faire des couteaux, j'aime bien en faire beaucoup, mais j'ai pas la dimension de création, j'ai pas l'imagination. Peut-être beaucoup me disent parce que j'ai pas pris le temps, mais je pense que j'ai pas le savoir-faire non plus. Je suis un monteur de couteaux et je reste monteur de couteaux et j'espère bien continuer comme ça. Parce que ce qui nous faisait vivre avant, c'était le laguiole, qui était un couteau qui était quand même très en vogue. Qui se vend moins ou qui se fait fabriquer ailleurs, en Espagne, au Portugal, en Chine. Donc nous, on nous renvoie souvent à la figure qu'on est trop cher. À mon niveau, j'ai les jetons parce que je vois des articles qui sont faits à l'étranger à des prix vraiment inférieurs aux nôtres qui sont bien faits. Moi, on me parle souvent d'Internet et de fabrications qui sont démarchées par Internet, par des Taïwanais ou des Chinois, et qui proposent de réaliser l'article pour $1 ou $1,50. Alors que nous, on va le sortir à 10 ou 15, quoi. Enfin bon, c'est hallucinant, mais c'est pour ça que c'est même pas la peine d'essayer de se battre sur les prix. C'est même pas la peine d'essayer, il faut voir sur autre chose. Hein. Il va rester un petit peu ce qui a une dimension, je dirais pas artistique, mais à la limite entre l'artistique et l'artisanal, quoi. Comme le tiers de Dominique Chambrouillard, les gens vont l'acheter parce qu'il est fabriqué à tiers, selon des règles traditionnelles, avec des émouleurs, avec des monteurs à domicile, avec des entreprises qui... Et puis voilà, c'est du commerce, comment on dit... J'écoutais la radio sur le commerce équitable, je veux dire. Mais c'est vrai, c'est presque ça, quoi. Je veux dire, c'est pas des articles qui sont faits par des gens qui sont sous-payés ou... Des petites boîtes qui ont fait de la création, qui régulièrement sortent des produits nouveaux, essaient d'avancer un peu, d'employer des techniques nouvelles aussi, donc qui ne restent pas là les deux pieds dans le même sabot. Ces petites structures, oui, pour moi, ont de l'avenir. L'avenir, il est dans la créativité, afin d'être jamais rattrapé par ceux qui justement produisent à terre d'appel. C'est un peu comme la mode, et c'est la seule façon pour nous, aujourd'hui, de pouvoir se défendre face aux produits d'importation. D'abord, c'est justement la réactivité. Avec la méthode traditionnelle, il faut d'abord fabriquer des outils. Il y a un coût et il y a du délai. Avec la méthode laser, il n'y a plus d'investissement d'outillage. Le délai est réduit vraiment au minimum et la qualité est en plus. Donc avec le relevé de profil, ça part directement au laser et on a nos pièces découpées. Là, c'est quelque chose qui est un peu en train de révolutionner le monde du couteau artisanal, enfin du couteau en petite série, quoi. On peut faire découper 100 pièces, si on veut tester un produit, c'est l'idéal. La machine ne remplacera jamais l'homme, hein. Il faudra toujours quelqu'un qui ait du goût et qui sache travailler. Nous, on copie ce que fait l'homme, ce que fait l'artiste en l'occurrence, là, mais on ne pourra jamais le remplacer, quoi. Et l'avantage du laser, c'est comme on peut voir, pour le montage d'un châssis de couteau comme ça,
on empile les pièces, tout simplement. Là, on le prend, on fait sonner, ça y est. Là, c'est gage de qualité, hein. Là, il n'y a pas de jauni dans ce sens ni dans ce sens. C'est impossible. Ce couteau, cette création, le 1515, c'est la naissance d'un couteau, mais c'est la mienne de naissance par la même occasion, puisque ça y est, maintenant je suis dans la cour des grands, on va dire. Je ne travaille plus pour les autres, je travaille pour moi, c'est mon produit, je l'ai déposé, c'est une marque. Donc c'est ce qui va me faire connaître, c'est ce qui a fait plaisir à mon grand-père de voir que son petit-fils sort son couteau. C'est-à-dire que là, moi je suis le 5e de ma génération, je suis le petit-fils Cognet, mon arrière-grand-père avait créé un couteau qui s'appelle le Douk Douk, que tout le monde connaît, on va dire, dans la coutellerie, qui a fait un peu le tour du monde maintenant. C'est un couteau qui a fait vivre 5 générations de couteliers. Moi, le grand-père, ça a toujours été mon idole. Il n'y a pas... Jeune, sur des photos, je le prenais pour Marlon Brando. Et puis par son travail, se lever, toujours travailler la nuit, faire le traitement thermique de ses lames la nuit, aller le voir travailler dans le feu et tout. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'étonne. Vous voyez pas mal de gens qui se mettent à faire des couteaux. Ils ont la marotte de faire des couteaux, ils ont la passion de faire des couteaux. Alors, ils les font à la main, ils bricolent. Il y en a, c'est des artistes. Hein. Bon, mais tout ça, là, parce que c'est assez plaisant à faire un couteau. On le crée. On fait tout, on le crée. Suivant son idée, suivant la forme qu'on peut lui mettre. Parce qu'il y en a des milliers de formes, là, si on veut bien. Les couteaux, dans le fond, c'était un outil au départ. Qu'on remonte, sous les diplodocus, là-bas, les gars, ils se forgeaient un couteau, il était peut-être qu'une pierre, mais bon, c'était un couteau qui pouvait servir. On n'a pas besoin de forger à l'heure actuelle pour faire de bons couteaux. Moi j'ai une passion pour la transformation de la matière. Et la forge, c'est tout à fait ça. Le principe vraiment de récupérer et avec rien, on fait tout. C'est vraiment ça, pour moi, la forge. Donc quand on forge, je crois qu'on prend une autre mentalité, c'est qu'on peut transformer la matière. Et ce qui est beau, c'est de transformer la matière pour en faire un outil. Alors transformer la matière pour faire une pièce artistique, en plus d'être un outil, c'est fabuleux. Écouter les nouvelles technologies, mais pas oublier le savoir-faire des anciens. Et ça, c'est la force des couteliers, je crois. Chers compagnons, allons-y. Donc, une nouvelle présentation de couteau aujourd'hui qui est faite par François Vachon. C'est un ferment 12 cm de pièce. Eh bien, il va nous le présenter. Allons-y, François. C'est une demande d'autorisation de commercialisation. La Jurande, c'est en quelque sorte la loi interne de la confrérie. C'est un label, c'est un accord de la confrérie pour les couteliers qui souhaitent fabriquer et commercialiser un nouveau couteau laitière. Donc, il est examiné sur des critères qui sont des critères techniques et des critères esthétiques. On exige notamment que les aciers employés soient de bonne qualité, on disait de bonne aloi au Moyen-Âge. Si le couteau présenté satisfait à ces éléments-là, eh bien, le coutelier a l'accord de fabrication et de commercialisation. On exige que les couteaux laitières soient fabriqués dans le bassin coutelier thiernois. C'est un gage de qualité. Donc c'est avec plaisir que nous voyons arriver un nouveau couteau laitière et on va lui faire subir tout de suite l'épreuve du tire-bouchon. On nous a demandé de mettre au point un règlement d'adhésion. Oui, donc vous avez ça. Les deux, on a rempli ce document. Saint-Éloi, c'était le patron des forgerons et donc des couteliers. Il y a 1 ou 2 siècles, ça c'était des fêtes qui étaient très respectées, qui sont tombées un peu dans l'oubli et maintenant qui ont été remises au goût du jour.
Et donc nous allons remettre les diplômes, et plus qu'un diplôme, un couteau fabriqué par les compagnons du couteau. Il plaît? Ouais. C'est vrai? Oui. Tu peux lui faire un gros bisou, s'il te plaît. Je suis très surpris que ces gamins s'intéressent énormément au montage du couteau. Ça me surprend. Ils ont, pas une passion, mais disons un réel plaisir à fabriquer leur couteau. Et puis je trouve que c'est très bien. Je pense que le gros problème, c'est que le travail manuel n'est pas toujours valorisé. Alors le savoir-faire, je pense, à mon avis, on en a besoin partout. Hein. Les gens qui peuvent faire quelque chose sans savoir-faire, tant mieux pour eux, mais je pense que dans la coutellerie, sans savoir-faire, c'est pas possible. Et dans beaucoup de choses. Hein. Même pour attraper des truites, il faut savoir-faire. Hein. Déjà, j'ai eu un bon professeur. C'était Angèle Navarro, là, avec qui j'ai appris au musée. Et puis à force de faire des lames, des ressorts, on arrive à saisir le truc. Mais il faut déjà, le plus important, c'est ce que j'explique moi aux jeunes qui, quand ils veulent commencer à faire des couteaux, c'est de comprendre comment ça fonctionne, le ressort et la lame. C'est vrai que quand on voit, ça paraît facile, mais et là, on apprend tout le temps. Moi, j'apprends encore, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que comme là, l'ajustage et tout, ça me plaît bien. Quand on fait des ressorts assez compliqués, à plusieurs pièces ou avec des systèmes, ça, c'est intéressant. Alors, par exemple, un guiole comme ça, je suis pratiquement un des seuls à faire ça, peut-être le seul à l'heure actuelle. En 4 pièces, monté sur un seul ressort qui est refendu. Des couteaux comme ça, il y en a, avec ce principe de ressort, il n'y en a pas une dizaine, quoi, à l'heure actuelle. Ça, c'est des pièces d'exception. Le fait de fabriquer un couteau comme celui-ci, ça permet aussi de garder un savoir-faire qui va disparaître, quoi. Le musée et la maison des couteliers ont été créés, je pense, dans ce but-là. Bon, moi, je trouve que j'ai de la chance d'être ici parce qu'on apprend à faire un couteau de A à Z. Il nous explique très bien les opérations, pourquoi les faire, comment ne pas faire une erreur et pourquoi on ne fait pas cette erreur. Il nous explique vraiment le geste précis à faire. Le savoir, on l'acquiert comme ça. Hein. Moi, mon but, c'est de faire ma vie là-dedans, donc c'est si possible en vivre. Mais bon, c'est sûr que c'est pas facile. Ceux qui sont passés là, bon, pas tous, mais on va dire les 3 quarts, où sont devenus meilleurs de France et font des pièces quand même remarquables. On les voit des fois au musée, il y en a qui sont dans les étages. Tout ça, c'est des couteaux fabuleux, la somme de travail que ça représente et tout. Pour réaliser une pièce comme ça, c'est un boulot monstre. Et puis c'est vraiment, en plus, moi je les ai eus en main, ça fonctionne vraiment impeccable et tout. C'est celui-ci. Il est vachement, il est simple. Et tu vois, regarde. Le ressort, il est refendu. Ah oui. C'est des couteaux qui ont pratiquement 0 défaut. Pour faire un couteau comme ça paraît rien, mais ça se fait pas en une journée. Et le gars qui l'a fait, c'est pas le premier couteau qu'il a fait, c'est sûr. Tous les jeunes couteliers, enfin même tous les jeunes et les vieux, devraient venir s'inspirer ici. Donc là, 3 traits. Moi, c'est sûr que dès que je vais voir un couteau que j'ai guilloché, je saurai que c'est moi qui l'ai guilloché. Le guillochage, c'est comme une signature. Chaque couteau, si vous voulez, il y a un peu de ma personnalité dedans. Oui, c'est vrai, ça, les gens le disent bien quand ils achètent un couteau. S'il y en a un que j'ai guilloché, il va le reconnaître de suite. Il va dire, ah ben ça c'est le gros qui a guilloché, là, c'est sûr. Ben là, le festival du couteau, bon, le public vient chaque année de plus en plus nombreux, donc c'est qu'il y a un engouement, c'est que les gens sont intéressés par le couteau. Et là, l'avantage de ce festival, c'est qu'on croise donc tous les couteliers français, mais beaucoup d'étrangers aussi. Et avec... Sans mythe, à mon avis, ce sera Non, pas sans mythe, je dis une bêtise. Sans mouche. Ah, mais sans mouche, oui, parce que sans mouche, je cours après le beau couteau. Et le couteau sympathique. Dans la sympathie du couteau, il y a la sympathie qu'on a également vis-à-vis du coutelier qui l'a exécuté. La mode m'a un peu rattrapé, en ce sens que j'ai toujours aimé les couteaux, dits couteaux régionaux. Et depuis 2 ou 3 ans,
la tendance va un peu sur ce genre de couteau. C'est la continuation de mon enfance. Hein. Je collectionne des couteaux depuis que je suis enfant et c'est vraiment une passion qui me prend intérieurement. Et je veux dire que je vis en fait les couteaux au quotidien. J'aime bien dire à tout le monde, comme les femmes mettent des bijoux, moi je porte un couteau tous les jours. C'est une folie qui me prend, qui me fait transpirer. Pendant une semaine avant le salon, je ne dors pas parce que ça me travaille. Je revis quand je viens ici, vous voyez. Toute l'année j'attends ça, ici je revis moi, franchement. Je suis d'une génération, en tous les cas originaire d'une région, où les anciens avaient tous un couteau dans la poche, si vous voulez. Alors ça reste un peu, on essaie d'imiter les grands, quoi. Je ne vais pas répéter ce que disait un auteur qui s'appelait Pierre-Jacques Célias, qui était breton, comme moi, et que pour sa première communion, on lui a offert un Pradel. Ben, on est presque des frères, parce que moi aussi, pour ma première communion, on m'a offert un Pradel. Ben, ça signifie qu'on est devenu un grand, quoi, qu'on est adulte, qu'on s'estime responsable. Le couteau, c'est un peu le luxe du pauvre, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau couteau pour un prix raisonnable, quoi. Hein. Je veux dire, on a un excellent couteau entre 5 et 5, enfin en francs, entre 500 et 1000 francs, quoi. On a quelque chose de très bien. Hein. Si on veut avoir une belle montre, Rolex ou autre, ça coûte un peu plus cher.